Bonjour, ici Anthony Auclair. Vous écoutez le podcast Le Sport Lucide. Bonsoir à tous et bienvenue à ce live Facebook spécial Sport Lucide. Pascal au micro pour l'animation de cette merveilleuse soirée. Ce soir en compagnie de deux invités très spéciaux. Il y a aussi Bruno qui est là. Salut Bruno. Salut. Ça va bien? Ça allait mieux, là, 3 minutes. Ouais, pas de temps pour ça. On va passer à l'important. Les deux frères Auclair. Les deux frères Auclair. Anthony, bonsoir mon ami. Comment ça va? Salut boys, ça va bien? Yes. Good. Petite présentation rapide pour ceux qui vont se joindre à nous. Anthony, tu es ailier rapproché, en bon français, un tight end pour les Buccaneers de Tampa Bay. 2020, l'année qui s'en vient, va être ta 4e saison avec l'équipe. En plus de ça, là, fait d'armes comme ça, tu as gagné 2 fois la Coupe Vanier avec le Rouge et Or. En 2015 et en 2016, tu as été nommé sur l'équipe d'étoiles offensive du RSEQ à titre de porteur hybride / centre-arrière. Voilà. C'est pas mal ça, ta carrière la plus récente. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Un Team Québec, un Team Canada, East-West Bowl que tu aurais gagné, quelque chose comme ça? Non, ça va. J'aime bien ça. All right. Et de l'autre côté, on a Adam Auclair. Salut Adam, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va super bien, merci. Adam, de ton côté, tu es demi-défensif. Selon les stats de RSEQ, tu es secondaire de couverture. Ça, c'est le terme officiel en français. Pour le Rouge et Or de Laval, tu en étais à ta dernière année cette année. Tu as aussi remporté la Coupe Vanier à 2 reprises, je pense. À ta première année, à ton année recrue en 2016, tu l'as aussi gagné. Année où tu as été nommé recrue de l'année, équipe d'étoiles défensives du RSEQ, puis 2e équipe d'étoiles défensives en U-Sports. Tout ça à ton année recrue, là. Une petite année relax que j'appelle chez nous. En 2017, tu as aussi gagné joueur défensif de l'année, équipe d'étoiles défensives au Québec, puis au Canada, sur la première équipe d'étoiles. En 2019, la première équipe d'étoiles défensives pour la RSEQ, puis comme secondaire de couverture. C'est là que j'ai trouvé le terme, évidemment, secondaire de couverture. C'est pas quelque chose que j'ai inventé, je te le jure. Tu as aussi gagné, je pense, à 2 reprises le bol d'or avec les Cougars de Champlain. Puis tu as été nommé sur l'équipe d'étoiles à tes 3 années au cégep, en 2013, 2014, 2015. Pas mal ça? Ça ressemble à ça, ouais. Tu d'autres choses? Good. Bon CV, ça. Ouais, c'est des pas pires CV. Je voulais juste prendre le temps de vous présenter pour nos auditeurs. Donc, dans un premier temps, messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est très apprécié. On est là pour une couple d'heures à avoir bien du fun, je pense. Avant de commencer, pour nos auditeurs qui sont sur le Facebook Live, je voudrais juste vous dire... l'entrevue qu'on fait présentement, après ça, elle va être mise sur YouTube, sur le YouTube de Sport Lucide. Donc, vous allez pouvoir l'écouter, la réécouter et même la partager si vous désirez. N'hésitez pas à aller nous suivre sur YouTube. On fait d'autres vidéos sur des petits sujets qui concernent le football de la NFL surtout. Et puis, le format audio de notre podcast, comme d'habitude, va être disponible sur toutes les plateformes YouTube, iTunes, Google Podcast, toutes ces choses-là. Fait que, puis ceux qui sont dans le chat pendant le Facebook Live, n'hésitez pas à poser des questions. Ça va nous faire plaisir de les donner aux frères. Les deux sont super généreux puis ils ont été super gentils d'accepter. Fait qu'on va transmettre ces messages-là à tous ceux-là. Avant de commencer, Bruno, t'as quelque chose à dire? Non. On peut commencer ça, là. T'as peu... Non, je suis pas prêt. Là, on peut commencer ça. J'ai pas ma casquette du Rouge et Or, je suis désolé. Première question, messieurs. Dernier jeu du match, 4e et les buts, à la ligne de 5. L'offense must score pour gagner. Anthony, c'est toi le tight end. Adam, t'es en couverture. C'est une passe au tight end. Qui gagne le match, Adam? La question est facile à répondre. Ouais, ok. Anthony, même son de cloche de ton côté, qui gagne le match? Écoute, nous à l'offensive, c'est un travail d'équipe. Et puis, c'est pour une bonne protection, premièrement, pour le corps arrière. Ensuite de ça, pour une bonne passe. Ok. C'est ça la partie facile. J'en ai trouvé contre Adam. Donc, rendu là, tu comprends, c'est un travail détaillé d'équipe. On va faire en sorte qu'on va battre la couverture facilement. J'ai osé poser la question à Mathieu Bertrand. Je pense qu'un de vos coachs qui vous a coaché au Rouge et Or. Fait que je l'ai eu au téléphone, j'ai demandé. Puis la réponse a été: si la balle est bien placée, Anthony fait le jeu.
parce que il y a un avantage de reach. Mais si la passe est courte puis qu'Anthony doit se rendre dans la zone des buts, Adam a probablement le meilleur form tackling qu'il a jamais vu. Fait qu'il va être capable de le shutdown avant qu'il se rende dans la zone des buts. Fait que ça, c'est la réponse officielle de Mathieu Bertrand. Moi, je suis quand même d'accord avec la réponse à Bert. Je pense qu'il parle par expérience, le Bert. C'est ça. Je sais pas si je suis pas d'accord avec ça. Adam, on parle de chiffres ici, Adam pèse 205 livres, Adam, c'est ça, 195? 213. 270, donc tu sais, quel est le meilleur form tackling ou non, c'est quand même difficile de plaquer un homme de mon gabarit, Adam. Donc, La différence de shape, c'est-tu parce que quand vous étiez plus jeune, Anthony, t'étais tout le temps sur le dos à Adam puis il a jamais grandi à cause de ça? Non, c'est à cause que j'ai donné trop de coups de pied dans le cul, je pense. J'ai grandi plus. J'aurais dit, mon père m'en a donné plus qu'à Adam, fait que ça a donné ça, mais c'est pas comme ça. C'est parfait, ça. Ça commence fort, j'aime ça, ça commence relax. Bruno, je vais te laisser y aller avec les questions. Ouais, mais Anthony, là, c'est sûr que une grosse off-season pour toi. Tu venais de terminer ton contrat de recrue. Tu devais re-signer à nouveau cette année. Mais tu as fini ta saison, tu as fini ton contrat de recrue avec une blessure. Tu as manqué plusieurs matchs pour finir l'année. Tu avais une blessure, je pense, c'était à l'orteil. C'était quoi exactement? Exactement. Ça s'appelle un turf toe. Je me suis déchiré un ligament, le plantar plate, qui s'appelle dans le gros orteil. Suite à ça, j'ai dû me faire repérer. Donc, ça a été un long processus. J'étais encore en rehab, en fait. J'étais à 95%, donc je suis pas complètement à 100%. OK. C'est justement ça. Dans notre entrevue qu'on a faite l'année passée, on te souhaitait de la santé. Malheureusement, on ne l'a pas souhaité assez fort. Donc là, avec cette blessure... Ouais, c'était bad luck. C'était quoi? C'était un jeu banal? Dans le fond, j'ai à peu près une passe contre les Seahawks à Seattle. Puis, tu sais, justement, d'où le nom vient de turf toe. Dans les NFL, nous, on n'a pas beaucoup de turf. C'est beaucoup des terrains naturels. Plus au nord, c'est plus des turfs. Donc, on était joué à Seattle. Mon orteil est resté coincé. Puis, le dessus de mon pied est allé toucher le sol. Donc, vous pouvez vous imaginer en me faisant plaquer, en fait. Là, donc, c'est vraiment une bad luck, là, en fait. C'est pas comme s'il n'était pas en santé ou pas en shape. Il m'a se blessé à cause d'un plaquage, mettons, par exemple. Ça a vraiment été une bad luck. Une bad luck, ouais. Donc là, avec cette blessure-là, j'imagine que tu as entrepris le off-season, ta négociation de contrat. Il va y avoir un peu plus de stress que si tu avais joué toute l'année. Mais toi, tu étais RFA, donc Restricted Free Agent. Je sais qu'il y a plusieurs niveaux de RFA. Toi, en particulier, c'était quoi ton statut, si on veut? En fait, je savais même pas qu'il y avait différents niveaux de Restricted Free Agent. Mais en fait, c'est quoi la différence? C'est que ils peuvent me tender, qu'on appelle. C'est que si j'aime pas ce qu'eux ils m'offrent, puis ils me tender, dans le fond, ils vont être obligés de matcher ce que l'autre équipe m'offre. Puis s'ils matchent ce que l'autre équipe m'offre, j'ai pas le choix d'aller à Tampa. Okay. C'est pas ça qui est arrivé. Donc, ils m'ont fait une offre qu'on appréciait. Finalement, on a dealé pas mal, mais on s'est bien entendu. Donc, on s'est pas rendu jusque-là. En fait, c'est ça un fait. C'est dépendamment de comment ils tender, tout ça. Tu dois rester avec l'équipe. C'est ce qui est un peu plate par rapport à ça. Parce qu'en bout de ligne, t'es pas devenu agent libre, tu as re-signé avant la nouvelle année de la NFL, donc ça a été une prolongation de contrat techniquement. Exact. 1 an, est-ce que c'était ça que tu voulais ou ils t'ont, comme avec la blessure, ils t'ont demandé si on veut un prove it deal ou quelque chose comme ça, ou c'était vraiment... non, c'est plus une question d'expérience qu'eux ils voyaient. En fait, là, en 3 saisons, j'ai joué l'équivalent en nombre de parties de 2 saisons parce que la première année, je n'étais pas habillé les 8 premiers matchs. Ensuite de ça, la 3e année, je me suis blessé à la mi-saison. Donc, ça fait en sorte que c'est 32 games au lieu de plusieurs. Donc, pour eux, c'était vraiment... Mettons, on comparait ma valeur avec des gars qui étaient plus expérimentés. Donc, je pense pas qu'ils sont meilleurs que moi, mais ils ont plus de games, plus d'expérience. Donc, pour eux, c'était vraiment ça l'argument. Donc, finalement, pour moi, 1 an, c'est pas la fin du monde. En fait, 1 an, c'est très bien. Ça me donne une opportunité d'augmenter ma valeur pour les autres années, puis finalement, signer à long terme. Parfait. Puis, justement, là, ton nouveau contrat, en fait, tu as joué ta dernière année avec un tout nouveau coaching staff, l'ère Bruce Arians qui a commencé. Tu as connu la transition.
Arian, il est connu pour avoir un playbook un peu plus compliqué. Est-ce que la différence de façon de faire était le jour pleine nuit d'auparavant, ou la transition s'est bien faite pour toi et l'équipe au complet? Ça s'est très bien fait pour moi parce que je te dirais que à la fin de la journée, du foot, ça reste du foot. Ce que Bruce Arians amène, c'est qu'il y a beaucoup de formations, mais on fait sensiblement on fait sensiblement les mêmes jeux, mais avec différentes formations. Mais pour moi, c'est être allé rapprocher, il faut vraiment faut être capable d'assimiler les jeux rapidement parce que on fait des jeux au sol, on court des tracés, donc on a beaucoup d'adaptations à faire. Mais ça s'est bien passé, puis c'est pas plus compliqué qu'un autre, c'est juste qu'il y a des appellations différentes et tout ça, mais finalement ça fait du sens, puis ça reste du foot, donc c'est pas si peu que ça. Un petit commentaire, de la part de Philippe Rouleau qui dit bonne soirée de la part des mini-foot de Lac Etchemin. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, les gars, mais j'imagine que ça va vous toucher. Je pense qu'on les a coachés les deux j'ai coaché dans nos années de mini-foot. Des très bons kids. Vraiment Pour cool. poursuivre, là, je vais laisser Pascal parler un peu avec Adam parce que Adam il a de l'air tanné d'écouter Anthony. En fait, c'est ça. Là, tant mieux pour Anthony. Félicitations pour ton contrat, en fait. Là. C'est vraiment bien pour nous on aime ça voir des Québécois dans la NFL, c'est sûr et certain. Toi, Adam, tu es à la porte du football professionnel, justement. Le 10 mars dernier, tu as fait un Pro Day, justement, à Québec pour prouver ta valeur parce que selon tes résultats, ça se compare quand même assez bien. Là, on est allé comparer tes résultats avec les demi de coin, en fait, les débits de la NFL. Tu sais, ton bench est dans le top 10, ton three-cone drill est dans le top 4. Fait que tu sais, tes statistiques sont quand même assez pertinentes. C'est quoi ton approche en vue du draft de la NFL, de la CFL? C'est quoi tes objectifs à toi personnellement? Donc, ça, j'ai quand même des bonnes chances de me faire repêcher, fait que ça devrait bien aller à ce niveau-là. Donc là, c'est un peu mes deux buts, là, c'est de me faire premièrement repêcher dans la Ligue canadienne. Puis après ça, s'il y a une petite opportunité dans le sud de la frontière, c'est sûr que j'aimerais essayer d'y aller. Mais c'est justement, dans le fond, ton approche face à la NFL, parce que là, à la NFL, on sait que les terrains sont un peu plus petits, un joueur en moins, on sait que tu es quand même un secondaire hybride, un peu corner peut-être. Ça serait quoi ton objectif dans la NFL? C'est où tu te vois être repêché comme DB pour une équipe ou? En fait, là, 2 mois déjà maintenant, je suis allé au Texas, puis j'ai pratiqué à la position de strong safety. OK. Donc ça ressemble vraiment à ce que je faisais avec l'Université Laval, dans le sens que des fois, tu as des fits dans la boîte, tu joues contre les tight ends, donc je serais directement matché contre mon frère, encore une fois. Des fois, tu es amené à aller jouer dans les zones profondes, tu sais, fait que c'est quelque chose qui ressemble vraiment à ce que je faisais à Laval. Puis justement, tu sais, on sait que la CFL, la Ligue canadienne, est plus axée sur la passe parce que, en raison des 3 essais, des choses comme ça, la NFL, c'est plus un peu plus gros, un peu plus du smash mouth football. Là, ça se rentre un peu plus dedans. T'aimerais-tu mieux, personnellement, mettons, on met à part le fait que la NFL, on voit ça très gros, puis que la CFL, on voit ça un peu plus petit, mais ça serait-tu plus motivant pour toi d'aller dans la CFL où il y aurait vraiment beaucoup plus de passes, donc tu serais plus souvent apporté à tomber en couverture défensive, ou tu es vraiment à l'aise en run support, puis ça te dérange. Je sais que ça te dérange pas d'être mettre le nez dans le trafic, là, tout le monde me l'a dit, mais quand même, qu'est-ce que toi tu préférerais si les deux lignes étaient du même calibre, là, on peut dire? En fait, c'est sûr que moi j'ai tout le temps aimé justement faire partie du run support, donc c'est pas quelque chose qui me dérangerait nécessairement, mais c'est sûr que jouer la balle, c'est aussi quelque chose que j'aime. Donc, c'est une bonne question, honnêtement. Puis si les ligues seraient égales, je pense que je pencherais peut-être plus vers la CFL, justement, parce que tu as plus d'opportunités de faire des gros jeux, des interceptions, des choses comme ça. Fait que peut-être que ce serait ça la réponse. C'est bon. Puis, juste en terminant, mettons, comme ton objectif, c'est d'avoir un camp dans la NFL. Ton objectif, c'est probablement d'être justement dans la NFL. On sait que le football professionnel est à ta portée, si on n'a pas de doute avec ça. Mais est-ce que pour toi, disons, se ramasser dans la CFL, ça serait un constat d'échec ou c'est une belle ligue de football quand même, c'est vraiment du bon football, puis toi, l'important pour toi, c'est juste de continuer à jouer au football, en fait? Tomber dans la CFL, ça serait vraiment pas un échec. Je pense que ça serait un exploit pour moi.
Je viens quand même de loin, je viens de la Beauce. C'est pas que j'ai jamais vraiment été coaché, mais j'ai beaucoup appris au fil des années, puis j'ai vraiment progressé. Puis je pense que déjà de me rendre au niveau professionnel, ça serait quelque chose de vraiment bien. Puis c'est sûr que la NFL, je verrais ça un peu plus, mettons, comme un plus. Exactement. Fait que si j'ai ma chance dans un camp, c'est wow, puis je vais tout donner, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver. Là. Parfait. On a une petite question dans le chat de Benjamin Garand-Gauthier. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il dit lequel de vous deux a le moins peur? Adam, tu peux-tu me répondre? Ou tu peux-tu me mettre en contexte, nous mettre en contexte en fait, puis me répondre à cette question-là? Ben, en fait, lui qui a commencé à avoir vraiment peur, puis je sais pas s'il nous écoute présentement, mais c'est Carl Brennan. C'est un coach Des O-line, ouais. Réputé. Puis je sais pas pourquoi il a vraiment peur, lui. Puis c'est une maladie, en fait. Fait que j'espère qu'il est guéri de ça. Mais c'est comme le corona, en fait. Mon frère l'a comme attrapé. Puis là, depuis ce temps-là, on essaie de pas se voir parce que je veux pas attraper la peur. Mais c'est quelque chose qui se combat quand même, là, pour des bons anticorps et tout ça. Mais c'est ça, c'est un virus. Benjamin est là, justement. Là, mais... C'est bon ce show-là. Faut dire que mon frère, il taquinait tout le temps justement le coach en question avec ça. Puis quand il est parti, ben, j'ai poursuivi la tradition avec Carl, puis je suis passé dans son bureau, puis j'ai installé ma poule mouillée, puis des affaires comme ça. Fait que c'est une chose qui est restée dans l'équipe. Là. C'est bon ça. Alright, parfait. Bruno, je vais te laisser continuer avec. Vas-y donc avec cette bonne question-là. Je me demandais, as-tu une bonne mémoire? Oups. Là, c'est le bord de réciter des choses à la dernière interview, peut-être que non. Mais normalement, pas si pire, oui. Ok, ben j'irai pas trop loin, là. On va commencer ça mollo. On va garder les bonnes anecdotes pour plus tard. Là. Mais je voulais te demander, tu te souviens-tu du premier match que tu as joué dans la NFL? Ouais. Que tu t'es habillé, dans le fond? Thursday night, prime time contre les Patriots. Je pense que vous étiez des bons fans des Pats dans le passé. Adam, d'abord? Ouais, moi. Cody, c'est un fan des Eagles, lui. Ah, ok, un fan des Eagles. Okay. Ah, Dion va être content. C'est plate pour toi un peu. Mais, okay. Non, parce que j'ai retrouvé un peu, en faisant des recherches, au moment de ton premier match, Adam qui disait qu'il était vraiment impressionné que Anthony allait affronter Tom Brady. Puis si je le cite, il disait « c'est nice ». Et si je te cite... Puis si je te cite, ben là tu l'avais écrit, là, mais tu avais écrit à ta mère, Anthony, « Mom, tu peux-tu croire la première fois que je serais habillé, ce serait contre les Pats ». C'est pour ça que je pensais que les Pats étaient votre équipe. Mais jouer contre Tom Brady, jouer contre les Pats comme premier match à la NFL, c'est sûr que ça devait être une expérience assez exceptionnelle. Surtout tu réalises pas vraiment, en fait. Là, c'est dur, en fait, pour moi, depuis le début, de réaliser ce qui se passe. On est tellement focus sur ce qu'on a à faire. Il y a 60 000 à 90 000 personnes dans les estrades, tu ne réalises pas vraiment. Je veux dire, tu es tellement focus que tu as à faire que tu ne penses pas à tout ça. Puis en plus, on avait passé proche de gagner. C'était une grosse game, en plus. J'étais vraiment fâché d'avoir perdu ce match-là. C'était plus ça, là, ma réaction. Fait que, après les matchs de la NFL, tout le monde va se serrer la main. C'est pas vraiment officiel. Là, tu vas voir les gens que tu connais. Puis moi, j'étais rentré au vestiaire immédiatement. Fait que j'étais vraiment fâché d'avoir perdu. Honnêtement, pas vraiment, moi, ça arrête du foot. Puis je veux juste gagner le match. Donc, je réalisais pas tout ça à ce moment-là. Ouais, ben c'est normal, je comprends ça. Mais tout ce long détour-là pour te parler de Tom Brady qui a signé avec les Bucs là, il y a quelques jours. Donc, de ce qu'on a entendu là, dans les nouvelles, là, c'est que Tom Brady, c'était plus lui qui faisait l'entrevue que le contraire. À quel point que c'est vrai, ça, on ne sait pas, mais c'est pas bien important. Mais je voulais te demander, ma question, je vais te poser une seule question, ça va être plus facile de même. Comment tu t'attends? T'es-tu excité de jouer avec Tom Brady? C'est quoi ton first take là-dessus? Premièrement, j'espère qu'il va avoir une saison. Mais... Sois pas défaitiste, quand même. Je sais pas ce qui va se passer. C'est quand ça va être long, mais la façon que Trump il roule la business, d'après moi, il va en avoir une pareille. Mais moi, honnêtement, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de
développer un timing avec lui, de voir comment il travaille, de voir qu'est-ce qu'il demande de ses joueurs. Moi, c'est plus ça que j'ai hâte de voir. C'est ce qu'il demande au niveau de l'étude, ce qu'il demande au niveau de surplus après les pratiques. Je pense que c'est un joueur qui amène les autres à être meilleurs, en leur demandant plus, mais aussi en les motivant. Donc, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. On sait aussi que c'est un pro des ajustements à la ligue de mêlée. Je veux dire, en tant que tight end, souvent, on sait que toi, en plus, ta spécialité, c'est vraiment le blocking, là, des blocking schemes, autant sur le running game qu'en pass pro. Mais tu sais, il pourrait, je veux dire, il pourrait t'amener à te sortir un peu de ta zone de confort. Là, parce que, je veux dire, oui, le coach a callé un jeu, mais tu sais, au niveau NFL, on sait qu'il y a des ajustements qui se passent à la ligue de mêlée souvent, mais lui, c'est vraiment le spécialiste là-dedans. C'est quelque chose qui, pas qui te fait peur, mais qui te met sur tes gardes, mettons. Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, souvent, c'est le monde, je sais pas comment ils voient ça, mais souvent, comment ça fonctionne, c'est qu'on donne 2 jeux. On arrive, on colle le premier, dans le fond, on arrive à la ligne de mêlée. Si ça fonctionne pas, on le change. Okay. Mais ce que Brady fait ou les carrières font normalement, c'est pas qu'ils changent le jeu au complet, c'est qu'ils changent le mic point pour la protection de passe, pour le O-line. Et moi, ça m'implique. Donc, tu sais, s'ils décident que le 55 maintenant c'est le mic, ben là, on change tout notre compte pour la protection de passe. Mais sinon, même chose pour les jeux sol. Mais sinon, de là on arrive, on a appelé un jeu, puis de caler qu'un jeu complètement différent, ça arrive jamais. Okay. C'est tout le temps 2 jeux sont appelés, selon ce que, si mettons les 2 safeties sont high, on court le ballon, sinon si un safety dans le box, on va passer la balle. C'est pas si compliqué que ça, mais c'est rare que ça peut arriver qu'il fasse un rollerball complètement, mais c'est pas comme à Madden, là. Tu n'arrives pas sur la ligne de mêlée puis tu colles un jeu, ça marche pas comme ça. On a su aussi que Tom avait demandé les numéros de téléphone de tout le monde dans l'équipe. Est-ce que tu as eu un texto? Il t'a texté? Pas encore. Je sais pas s'il y a peur que je réponde en français quelque chose. Mais non, j'ai pas, Anthony? Who's Anthony? Mais non, je sais. Il m'a pas encore contacté, malheureusement. Ça va venir peut-être. Rapidement, JS Burnroy dans le chat demande combien tu benches là-dedans? Juste, je sais pas si je sais pas si c'est un inside, là. Ben, pour répondre à la question à Adam, puis j'espère que JS nous écoute, on s'est inspiré de JS cette semaine pour faire des trainings dans le parking, puis on a poussé des chars, fait que merci JS de ton inspiration sur les réseaux sociaux, puis grâce à toi, on est devenu plus fort cette semaine. Ben, moi, j'ai un petit mot pour JS aussi. Tu sais, JS, quand tu te fais taguer sur des affaires de vidéo, faut que tu en mettes juste un clip. Faut pas que tu mettes ton highlight au complet. C'est de même, là. Bon, ben, on va laver le linge sale à soir. Ben, en fait, Anthony, j'aimerais savoir pourquoi on dit de toi que tu sois un bon GERT. C'est JS qui demande aussi. Peux-tu nous expliquer? Commencer là, avec ça. Dans le fond, je vais raconter l'histoire du début. C'est que, encore une fois, Carl Brennan, un ami du podcast, lui, le coach, tu sais, Carl Brennan a comme un mentor, si on veut, puis ce coach-là avait dit d'un joueur qui avait un good girth, un big girth. C'est juste au niveau des hanches, t'es gros, puis ça veut dire que t'es capable de bloquer tout ça. Donc, un bon péteux, mettons? Un bon péteux, là? Ben, pas péteux, là. OK. Mais, comme l'entièreté de ce qui est en bas. Là. Puis, moi et JS, on a commencé à dire ça avec les O-line à Laval dans le temps. Donc, c'était un inside pendant longtemps. Puis, c'est le fun que ça revienne. C'est bon, ça. Adam, de ton côté, j'aimerais juste savoir... J'ai parlé avec Madame Auclair. Madame Auclair, elle m'a dit que ça t'a toujours bien tanné de te faire comparer à être le frère de l'autre, dans le fond. Puis justement, on sait qu'au fil des années, tu as suivi la même route qu'Anthony. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que à chaque fois, c'était tes décisions, puis à chaque fois, c'était, tu sais, admettons, d'aller à Lennox, c'est parce que toi, tu te sentais bien là-bas. Est-ce que tu as déjà senti une pression de faire comme ton frère? Est-ce que tu as déjà senti une pression d'être comme lui? Puis, est-ce que, justement, le fait de tomber en défensive, ben, tu sais, on sait que tu es tombé du côté sombre de la force, comme dirait Anthony, mais ça reste quand même que tu as réussi à faire ce changement-là, puis ça t'a un peu dissocié de tout ça. Comment tu vis avec ça? Comment tu vis? C'est-tu une pression pour toi ou c'est juste une motivation, en fait?
Ah, ben, une chose qui a été bon dans mon parcours, c'est justement que mes parents m'ont tout le temps laissé prendre mes propres décisions. Fait que, rendu là, quand j'étais rendu en secondaire 5, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de cégep qui m'avaient parlé, mais il y avait deux équipes en Division 1 qui m'intéressaient, puis c'était Lennox puis les Villozons. J'ai vraiment regardé les pour et contre, puis j'ai décidé d'aller à Lennox, puis ça a porté fruit parce que justement, j'ai gagné 2 bols d'or quand j'étais là-bas. Mais le fait que mon frère soit allé a peut-être emmené justement le coach JF Jonca à me parler. Ça, je l'ai jamais su, mais il m'a toujours promis qu'il ne me recrutait pas pour mon frère. Ça, c'est la première chose que je demandais au coach quand il me recrutait. Puis même chose quand j'étais à Laval. À Laval, tu sais, c'est Marc qui était venu me voir pratiquer une pratique. Puis je savais même pas c'était qui dans ce temps-là. Puis apparemment, Glenn me dit après la pratique que Marc, c'est rare qu'il se déplace pour des joueurs, puis qu'il me parlait pas juste seulement parce que justement j'étais le frère de l'autre. Mm-hmm. Puis ça, c'est quelque chose qui, de un, j'avais toujours rêvé de jouer à Laval. Puis de deux, ben, le fait que le DC se déplace pour te voir, c'est quand même cool. Fait que, ça m'a permis d'aller jouer à Laval après. Mais j'ai jamais vraiment senti une pression de suivre les traces de mon frère. Mais en même temps, j'ai comme suivi son chemin, si on veut, là, mais en faisant mes propres décisions. Ben c'est ça, parce que tu es allé visiter, si je me souviens bien, le cégep, si je me souviens bien, qu'on m'a dit, mettons, le cégep de Lévis-Lauzon pendant une tempête de neige, puis au milieu de la visite, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Hey, c'est une bonne question. Pour vrai, je me rappelle pas. Ma mère, elle a une mémoire Ben, je vais de feu, là. Je vais te le dire, parce qu'en fait, c'est que moi, j'ai parlé aussi à Jeff Jonca, en fait, en prévision de cette entrevue-là. J'ai parlé à Jeff Jonca, j'ai parlé à Mathieu Bertrand pour avoir des inputs sur vous. Puis Jeff, ce qu'il m'a dit, c'est que, initialement, eux autres, à tous les matchs, puis souvent aux pratiques, t'étais au cégep parce que back in the days, en fait, t'avais fait le titre, là, c'est quoi, les mini Gators, là, je sais pas trop, là, t'avais fait un camp, le camp des Gators de Bishop à 2 reprises quand t'étais vraiment plus jeune. Fait que tu connaissais les installations pis ces choses-là. Puis tu venais voir Anthony jouer, justement, à Lennox. Lévis-Lauzon, des Condors, puis t'avais même aussi CDNF, en fait, là, Collège Notre-Dame de Foix. CNDF, excuse-moi, le Collège Notre-Dame de Foix. Puis pas t'hésiter à aller à Champlain, mais c'est juste qu'il a quand même fallu que les coachs de Champlain viennent te parler, viennent te recruter, tu sais, je veux dire, qu'ils démontrent un peu d'intérêt envers toi. Mais ce qu'il m'a dit, c'est quand tu allé visiter Lévis-Lauzon, en plein milieu de la visite, tu étais allé la rejoindre dans la cafétéria, puis tu étais comme, je suis pas bien ici, on s'en va. Ça vient de me frapper. Je pense que simplement, tu sais, je me rappelle qu'il n'y avait pas trop de vibe avec les gars, puis je pense que c'est la grosse différence entre Lennox et Lévis dans ce temps-là. Dans le sens qu'à Lennox, je me suis senti accepté. De un, j'avais des gars que je connaissais de la Beauce qui étaient là aussi, donc ça m'a aussi aidé à faire ma décision dans ce temps-là. Puis, justement, sans suivre les traces de Tony, est-ce que Anthony t'a quand même pas influencé, mais est-ce qu'il a parlé avec toi? Est-ce qu'il a discuté avec toi? Est-ce qu'il t'a dit les côtés positifs de Lennox? Est-ce qu'il t'a dit les côtés positifs du Rouge et Or? Est-ce qu'il t'en a parlé? Il a-tu essayé de te dissuader pour dire non, je veux pas jouer avec toi, va-t'en ailleurs? T'sais, comment ça a été cette relation-là de... Parce qu'on sait, je sais qu'au Cégep, vous n'avez pas joué ensemble, vous avez fait 3 ans sans jouer jamais ensemble. Fait que est-ce qu'il t'a influencé, mettons, dans tes décisions ou pas tant que ça? Ben, c'est sûr que, tu sais, je suis pas plus fou qu'un autre. Avant de prendre ma décision pour aller à Lennoxville puis à Laval, c'est sûr que j'ai demandé des questions sur comment les choses se déroulent. Est-ce que les personnes qui sont en charge sont sérieuses? Et tous des trucs comme ça, comment tu trouves les infrastructures, puis des choses comme ça. Puis il m'a toujours très bien répondu. Puis j'ai un peu fait mes décisions en fonction de ça parce que les autres écoles que je visitais, ben, j'allais voir, mais tu sais, je savais pas vraiment le vibe de l'équipe. Tu sais, des choses plus internes un peu, là. All right. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Parce que je me rappelle d'avoir dit à Adam, parce qu'Adam, c'est un peu une bitch à attention dans ce temps-là. Il prenait toutes les visites universitaires à Western, à tout ça. Il se faisait payer des visites pour le fun. Mais il savait sa décision. Et j'avais dit, je me rappelle, arrête de niaiser là, puis temps. Là, parce qu'il aimait ça, là, se faire donner de l'attention, puis se recruter un peu. Ce qui est correct, ce qui est cool, mais à un moment donné, t'arrêtes de niaiser.
Mais premièrement, je tiens à ma défense. J'ai fait seulement 2 visites. Outre que l'Université Laval, j'ai visité l'Université McGill puis Sherbrooke. Donc, c'est pas vrai que j'ai tout pris mes visites, ça c'est de. T'es pas allé finalement, Big, c'est parce que je t'avais dit de pas y aller. C'est que Montréal? Montréal? Puis les universités en Ontario. Ouais, ça c'est vrai, mais Montréal, en fait, j'avais cédulé une visite avec Danny Machocha, avec tous les gars de Champlain. Puis c'était un vendredi, je me rappelle, puis la journée même, j'avais texté pour dire que je travaillais et que je pouvais pas venir. Oh! Je savais très bien que je voulais pas aller à Montréal, puis je trouvais que c'était une perte de temps y aller. C'est bon, on va pas le dire à Danny. On tient son mort, là. On va pas y dire. on va pas y dire à Danny. Mais quand tu as pris ta décision d'aller à Laval, justement, moi aussi j'ai un frère, on est plus collés que vous un petit peu, là, on a juste 20 mois de différence. Fait que j'ai eu la chance de jouer avec lui au secondaire puis au cégep. Mais vous, quand tu as décidé d'aller à Laval, c'était la première fois, si je me trompe pas, là, peut-être, je pense que je me trompe pas, là. C'était la première fois que vous avez joué ensemble, puis en plus, vous avez gagné la Coupe Vanier ensemble, ce qui est vraiment pas plate. Donc, cette année-là, est-ce que, probablement, votre relation, est-ce qu'elle a changé un petit peu en étant maintenant des coéquipiers? Ou puis c'était quoi un peu votre feeling? Là? Fait que là, la question se pose pas mal aux deux en même temps. Fait que, Anthony, tu peux commencer à répondre. Ben, je pense que notre relation a vraiment évolué à partir de cette année-là parce que, tu sais, on a vécu de quoi de vraiment spécial ensemble. À Laval, ça faisait 2 années de suite qu'on perdait la Dunsmore. Puis, tu sais, que tout le monde disait que c'était la fin de la dynastie, tout ça. Fait qu'il y avait beaucoup de pression sur nous de prouver que c'était le contraire, en fait. Puis de gagner en ce moment-là avec Adam, c'était vraiment de quoi de spécial. Puis c'était la seule et unique année qu'on a joué ensemble. Puis on a réussi à gagner dans une année qu'on va se dire qui était une année d'adversité pas mal. Tu sais, juste à la Coupe Vanier, on perdait par 14 points après 5 minutes. Fait que, tu sais, c'était vraiment un gros match. Puis ça a été genre représentatif de la saison. Donc c'était vraiment une année spéciale. Puis, on jouait contre en pratique. D'habitude, on jouait tout le temps contre seulement au touch foot l'été ou dans la neige l'hiver. Mais là, on était contre en pratique. Puis pour ajouter par rapport à ça, mes parents, je pense que ça leur aurait brisé le cœur à ma mère de voir Adam dans un autre uniforme. On joue contre pour de vrai parce qu'eux, ils sont maniaques de foot, puis ils suivent le Rouge et Or en malade, puis ils suivent notre parcours vraiment. Fait que je pense que pour eux, ça a été difficile que ce soit autrement, puis ils étaient vraiment stressés de ça. Mais finalement, ça a bien été. Avoir été à Montréal, peut-être qu'on l'aurait su, là, le 1 contre 1 en fin de match sur le bord de la ligne de mêlée. Ouais. ben, en fait, ouais, vas-y, excuse-moi. Ouais, puis moi, de mon côté, tu sais, ça a été vraiment une belle année 2016. Mais j'ai pas l'impression que j'ai pu en profiter comme Anthony. Dans le sens que moi, tout était nouveau pour moi, tout allait plus vite. Je mettais les bouchées doubles dans le playbook, tout. Donc, j'ai pas l'impression que j'ai profité autant de cette année-là que mon frère, mais je suis vraiment content au niveau de notre relation, ça s'est amélioré beaucoup. Puis c'est vraiment une belle expérience d'avoir soulevé ce trophée-là avec lui. Là. Il n'y a rien de mieux que pour une relation entre frères que de prendre sa douche ensemble. Hein. Ben, c'est ça. Tu vois toutes les parties mensongères ou tu comprends de ton frère. Donc, c'est là qu'on se comprend là, à 100%. Mais là, ça commence à être trop harmonieux entre vous deux, là, fait que je vais essayer de refoutre la marde un peu. On a Dominique Lévesque, en fait, qui demande qui est le meilleur à Madden. Adam, peux-tu me dire qui est le meilleur à Madden ou... C'est tout le temps moi qui commence ces questions-là. Avant qu'Adam réponde, Vas-y, Anto. je tiens à dire que depuis que on a quoi, j'avais peut-être 12-13 ans, puis Adam il sait. J'avais tellement. J'ai tellement une fiche gagnante contre Adam que c'est même pas une fair question de demander ça à soir. Je tiens à dire j'ai au-dessus de 400 wins. Puis j'ai en bas de 100 défaites contre Adam à Madden. Ça finit là, le débat, on n'en parle plus à soir. Demandez à n'importe qui vous connaissez. Mais attends. Je suis meilleur qu'Adam à Madden. Je vais poser ça plus loin d'abord. Quelle équipe vous prenez quand vous jouez à Madden, un contre l'autre? Ça, c'est tout le temps random. Ah, ok, random les deux. Fait que c'est du talent brut, là. C'est ça la question. C'est du talent brut, là. C'est la... Honnêtement, si tout le monde croit les mensonges d'Anthony, ça me dérange pas à soir. Je suis pas ici pour débattre partout.
C'est ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Moi, je pense que C'est ça. on est quand même serré. On se donne des bonnes games. Là. Bon, Ben- une défaite par 1 ou une défaite par 15, c'est une défaite, Adam? Ouais, mais de là à dire que tu gagnes 400 victoires à faire défaite, les gars, je m'excuse. Mais je vais prendre un peu d'eau. Ben, ok, d'abord, je vais essayer avec une autre question. On a Alexandre Le Breton qui demande c'est qui le meilleur à Warzone? Ça, Adam, peux-tu dire que t'es meilleur ou. Oh, mais comment? Non, ben, ok, là, ce qu'il faut savoir, les gars, c'est qu'au niveau gaming. tu vas Ok. parler. Tu Attends vas un parler peu. honnêtement. Attends, ouais, là, c'est quand Anthony, là, ok, lui, moi je vais à l'école à temps plein, puis je m'entraîne aussi, ok? Anthony, lui, ce qu'il fait après ses pratiques, qui finit environ à midi, 1h, ok? Il game de 1h jusqu'à 8h le soir. ok? Fait que c'est techniquement impossible que je sois Mais aussi les gars, bon les gars, que les lui, gars, un jeu oh, comme oh. Call of Duty. Hey les gars, on est en pandémie là. Si tu voulais que je fasse, tu commences à. Tu sauves la planète. Tu sauves la planète présentement. T'étais pas en pandémie pendant tes 3 dernières saisons, mon champion, je suis désolé. Ben là, pendant la saison, c'est pas ça, là, Mais- Regarde, quand t'es pas compétitif sur le terrain, t'es compétitif en live. Bon, ben, t'as pas que dire, Ben, en fait, Alexandre Le Breton a répondu. En fait, la réponse c'est aucun, les deux, vous êtes poche. Fait que, je sais pas, là, je pense que lui, il cherche le beef un peu. Là, vous pourrez peut-être le call-out. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il joue encore à Fortnite. C'est genre un jeu d'enfant de 6 ans. Là. C'est le jeu de la surveillance dans les écoles primaires. Tout le monde faisait les danses. Tu sais, fait que... Puis s'il est convaincu d'être meilleur que moi, ce jeu-là, je suis bien content pour lui. Là. Puis il y a Marc-Antoine Pivin qui répond Anthony a raison, Adam est vraiment en poche à Madden. Fait qu'Adam, t'as une volée à donner à soin à quelqu'un. Mais non, mais c'est bon show là, c'est meilleur que je pensais. C'est parfait. T'avais-tu Bruno, t'avais-tu quelque chose à dire? T'as-tu d'autres questions à rouler avant que je tombe dans le nostalgique puis que on Non, mais je sort, pense qu'on est rendu au plus vieux, là, un petit peu. Là, Ouais, Aller c'est ça, reculer dans le exactement. temps, là, fait que c'est le temps de sortir le croustillant. C'est le temps de sortir le croustillant. Anthony, je te dis aide-moi! Qu'est-ce que ça te dit? Toi, t'es allé pogner des bonnes informations. Moi là, j'ai pas beaucoup de talent, mais avant de passer quelqu'un en entrevue, j'essaie de m'informer sur la personne parce que c'est ça les moments les plus bons. Ben raconte-moi l'histoire, ça vient de où? Ça vient de où ça? Ça vient de où? J'ai-tu la même histoire des deux côtés? C'est ça la question. Là. Ok, je vais dire la vérité. J'espère qu'il y a Matt Burt qui nous écoute. Dans le fond, Mathieu Bertrand s'occupe aussi de l'entraînement avec Guillaume Rioux à Laval. Puis il m'a spoté au bench, en fait. Puis la dernière répétition, ben, c'est comme s'il était pas là puis il m'aidait pas. Fait que j'avais besoin d'aide. Il m'a dit qu'il t'aidait mentalement. Il m'a dit qu'il t'aidait en criant après. Pousse, pousse! Parce qu'à un moment donné, ça pousse plus. Fait que j'ai demandé de l'aide. Puis ben, c'est ça. L'aide est arrivée. Puis c'est comme un inside en bas de pilier. Ben ça a l'air que c'est un inside à tout et le gym au complet. Parce que ça a l'air que tout le gym l'a entendu. Mais c'est parce que faut comprendre, il est quand même proche de moi quand il spot. Mais il avait pas de l'air d'être présent, donc j'étais comme aide-moi! C'est comme. Finalement, il m'a aidé. Mais... c'est bon chaud là. Adam, moi justement, on a parlé de Guillaume Rioux qui aide à la préparation physique pour le Rouge et Or. Puis je veux juste savoir, Adam, est-ce que tu penses que tes mollets sont prêts pour le prochain niveau, mettons, genre? Tu penses-tu que... Ben moi, j'ai toujours dit, puis je le répète encore ce soir, c'est pas la grosseur, c'est la puissance. Ok. Non, mais je sais pas, là. Comment tu t'en sers? Est-ce que c'est Guillaume qui t'a parlé de ça? Ou... Non, moi, j'ai juste des talents particuliers. Puis, je suis allé voir ton Facebook. Il y avait une photo, ce qui marquait. Il écrivait « On voit presque poindre un mollet sur ta jambe gauche. » Puis là, j'ai comme compris que « Don't skip legs day ». Mais je dis pas que tu le skips, là. Mais
je veux juste dire que visiblement, c'est pas nécessairement les mollets. T'as un peu des mollets de noir, tu sais, ça se développe pas là, vraiment là, comme en grosseur. Là. C'est comme tu dis, c'est de la puissance, mais c'est pas apparent que c'est puissant. Là. C'est ça que je comprends. Dans le chat, on a une question pour Anthony. Est-ce que Jamie Winston avait vraiment de la misère à voir? Est-ce que c'est pour ça qu'il a lancé 30 pics? Il parle pas français, tu peux y aller. J'ai pas plus de commentaires. Ok, Même c'est bon. s'il est probablement plus un Non, coach. sérieusement, ouais, non, je pense pas, mais sérieusement, le monde peut dire ce qu'ils veulent, Jameis Winston, mais ça reste que ce gars-là travaille tellement fort qu'il va signer ailleurs à un moment donné cette saison, puis je suis sûr et certain que ça va débloquer. Au niveau des interceptions, parce qu'ailleurs, passing yards, passe de toucher, il était vraiment là. Mais pour nous, c'est sûr que ce travail d'équipe, comme je le disais tantôt en niaisant, mais je suis sérieux, des fois, il lance une interception, mais des fois, on a couru une mauvaise tracée au niveau des receveurs où il y avait un gars d'en face qui a lancé une interception parce qu'il se faisait plaquer en même temps. Mais ce que je donne à Jameis, c'est qu'il voulait tout le temps faire le grand jeu, mais des fois, ça lui coûtait cher. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Non, mais je comprends qu'on ne souhaite pas de malheur nécessairement. Puis, comme tu dis, la statistique interception paraît grosse, mais je suis sûr et certain qu'il ne faisait pas exprès ou peu importe. Mais en fait, la vraie question, c'est juste les rumeurs, là, comme quoi qu'il ne voyait pas bien et qu'il avait besoin de lunettes peut-être. Mais tu sais, c'est une rumeur qui est sortie. On le voit souvent qu'il plisse des yeux. Fait que la question était. C'était pas pour nécessairement rire de lui, c'était juste pour savoir c'était-tu, mettons, vraiment un problème visuel ou c'était vraiment. Mais tu sais, pas parce qu'il a lancé des interceptions, mais y a-tu de la difficulté à voir? Non, C'est-tu connu? Okay. Ben, il portait des lunettes en réalité, mais je pense pas que c'est un problème visuel. Je pense plus que c'était un problème d'agressivité. Tu sais, t'as des joueurs qui. Tu veux faire le. No risk it, no biscuit. Fait que, c'est pour lui, c'était vraiment OK, je veux être agressif, mais faut le calmer, c'est pour apprendre à le calmer. Puis je pense que lui-même doit réaliser ça. Mais tu sais, regarde, c'est un carrière de la NFL, là, c'est sûr qu'il va être critiqué, peu importe ce qu'il fait. Oh ouais, il y a le ballon dans les mains à tous les jeux, c'est sûr. Là. Fait que c'est sûr qu'on le sait. Il y a quand même eu des énormes games. Là, je veux dire, on parle beaucoup du négatif des interceptions, puis ça l'outshine le positif, mais c'est un gars qui travaille tellement fort. Et c'est sûr et certain, puis encore jeune, il y a 25 ans, c'est sûr et certain que ça va débloquer. Toi, c'est un bon coéquipier, c'est un. Tu sais, dans la chambre puis toute l'équipe, toi, t'aimes ça travailler avec ce joueur-là. Là. Ouais, c'est un très bon coéquipier. Je veux dire, après les pratiques, il travaille tout le temps le timing avec ses receveurs. Il fait en sorte que tu es à l'aise dans le huddle avec lui. Puis ça, pour un carrière, c'est vraiment important. Puis depuis que le jour 1 que je suis arrivé là-bas, lui qui m'a mis à l'aise. Les joueurs ils aiment ça travailler avec lui. Je veux dire, j'ai rien à dire par rapport à ça. Alright, Bruno, est-ce que tu allais dire quelque chose? Je m'en souviens plus déjà. Ok, c'est bon. Adam, je te ramène dans le passé. Je te ramène en 2015. Il y a de ça jadis, lorsque le coronavirus n'était qu'un mythe. Je te ramène en 2015, un match contre Collège Notre-Dame de Foix. Le warm-up fini. On rentre au vestiaire. Puis en rentrant au vestiaire, il y a une chose qui se passe. Là, rendu dans le vestiaire, Jeff Jonka ouvre la porte, voit la scène, ferme la porte, il se retourne vers ses adjoints et il dit « On gagne ce match-là ». Peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé, s'il te plaît? Ouais, ben en fait, c'est que cette année-là, il y avait deux équipes qui étaient invaincues. Okay? Il y avait nous puis CNDF, justement. C'était comme la grosse affrontement de l'année pour savoir qui allait finir premier, donc qui allait avoir le bye week en play-off. Puis il disait toutes sortes de sottises dans les journaux avant la game, comme de quoi que le corps arrière, il lisait les pensées de ses receveurs, puis il était la connexion, c'était malade, là, fait que nous autres, on avait comme pris ça un peu qui riait de nous autres, fait que je m'étais simplement levé dans le vestiaire, j'avais fait un petit speech avant la game, là, avec mon anglais de Lennox. Bon. Ça, c'est la version, mesdames, messieurs, ça c'est la version Adam Auclair. Je t'explique la version JF Jonka. JF me dit, en rentrant dans le vestiaire, les fans miaulaient. Les fans, parce que notre nom d'équipe, c'est les Cougars. Il parlait à nous. Puis, fait que là, quand on s'en venait, les fans dans les vestiaires étaient comme miaou, miaou, miaou. Fait que là, les joueurs rentrent dans le vestiaire, on ferme la porte.
je rentre dans le vestiaire. Adam, il est debout sur une chaise. Il pleure. Puis il dit « Tabarnak! Il miaule! Il miaule, câlisse! Il miaule, ici! Il miaule! » Fait que là, il dit « J'ai fermé la porte. J'ai dit à mes adjoints, on gagne ce match-là. » Puis il dit « Évidemment, on leur a sacré une dégelée. » C'est-tu ça qui s'est passé ou c'est pas ça qui s'est passé? Ben, de là à dire brailler, je pense pas. Ben, c'était peut-être des larmes de joie, là, je sais pas. Ouais, Là. je suis un gars qui est quand même émotif dans la vie, mais je pense pas qu'avant le game, je suis braillé. Mais c'est vrai, par exemple, je me rappelle un peu, ça ressemblait grosso modo à ça. La moitié des gars qui devaient rien comprendre de ce que je disais, mais qui étaient craqués pareil. Là. Ça a marché pour ce game-là. Ah, c'est bon, ça. La question du public, je pense qu'il y a une couple d'anciens coéquipiers d'Adam là, dans du Rouge et Or qui s'en donnent à cœur joie. Fait que, 2 questions. Est-ce que c'est vrai que tu écoutais du Iron Maiden en playlist d'avant-match? Puis aussi, comment va le Wife Club 2.0? Commence avec Iron Maiden. Ben, Iron Maiden, ça m'est arrivé d'écouter ça une fois avant une game, puis je l'avais dit à un de mes bons chums, Félix Garrard-Gauthier, puis depuis ce temps-là, lui, il aime comme pas ça, puis il arrête pas de me niaiser avec ça, là. Fait que c'est pas mal ça, là. Ah, cette fois-ci, c'est Marc-Antoine Pivin, par exemple, qui t'a piqué un petit peu. Bon. Lui, ça fait une couple de fois qu'il écrit ici à soir, hein, mon Marc-Antoine. Anthony, je voulais savoir, est-ce que tu peux confirmer cette information-là? Souvent, en fait, quand j'ai parlé à Mathieu Bertrand, ce qu'il m'a dit, c'est que en tant que joueur, tu étais vraiment une éponge. Tu aimais ça apprendre, tu voulais apprendre, tu te dépassais tout le temps, puis toute l'équipe. Puis, je sais pas si tu l'as déjà dit, mais je te passe l'information. À sa première année, ta première année, en fait, avec le Rouge et Or, c'était sa première année de coaching. Et puis, tu l'as forcé à se dépasser. Parce que tu apprenais tellement vite, puis tu voulais tellement en savoir plus. Puis en passant à date, j'ai reçu le même commentaire de ton côté, comme quoi que vous étiez des éponges à apprendre, puis vous appreniez vraiment rapidement. Mais dans ce cas-ci, Mathieu, il disait, il voulait tellement apprendre qu'il m'a poussé à me dépasser, puis à moi-même devenir un meilleur coach pour que je te passe l'information, en fait. Mais ce qui l'a le plus surpris, lui, c'était ton évolution physique, en fait. C'était ton évolution de ta puissance, de ta force physique. Parce qu'il disait qu'en off-season, vous vous entraîniez sur le terrain. Puis qu'il dit au début, c'est moi qui tenais le bag, mais après 3 ans, il était tendance de recevoir des claques d'Anthony Auclair parce que ça revolait en crise. Fait que là, il dit, j'amenais 2 gars pour que les 2 tiennent le sac pour qu'Anto, parce que tu sais, pour travailler ton push and release ou des choses comme ça, là, mais tu sais, est-ce que tu peux confirmer que tu sacrais une volée à Mathieu Bertrand, quand même un ancien joueur de la CFL, là, on se le dit, là. Attention, il y a quelque chose à l'arrière de ça, là, d'après moi. Non. J'ai une anecdote par rapport à ça, j'espère que Benjamin nous écoute encore. En fait, c'est Matt Matt, il démontrait tellement bien la technique et tout ça, qu'il faisait le drill, puis il voulait montrer qu'il still got it, fait qu'il faisait pour nous, puis il montrait qu'il l'avait encore, fait qu'il a fait ça à Benjamin. Puis il a benché Benjamin, qui est tombé sur le dos. Puis ça c'est insane. Fait que, mais on s'est frappé dessus, c'est vrai. Puis, comme je disais, il voulait montrer qu'il l'avait encore. Fait qu'il me faisait moi. Puis après ça, on échangeait, il prenait le bag. Puis je faisais juste appliquer ce que lui m'enseignait. Alright, c'est bon. Une autre question pour toi, Anto. Là, je vous ramène dans le temps. La Ligue printanière, en fait. Tu as commencé à jouer au football en 6e année du primaire, c'est bien ça? Oui. Puis après ça, tu as joué pour les Tigres de Notre-Dame de la Trinité, Benjamin au secondaire. Puis ça a l'air que vous avez tout pété cette année-là. Vous avez tout gagné au niveau secondaire. C'est peut-être trop loin pour toi. OK, on va arriver un petit peu plus proche. Tu te rappelles de ça? Avez-vous gagné un bol d'or? Avez-vous gagné quelque chose au niveau... Non, c'est pas des bols d'or, c'était des bannières régionales. Puis on a gagné en 2005 et 2006. 2005-2006, en fait, j'étais carrière. 2006, j'ai lancé 21 passes de toucher contre une interception. Je me rappelle, une bonne mémoire quand même. Les stats. Ben justement, je veux que tu me parles de ta transition de corps arrière à tight end. On sait que ça s'est passé au cégep. Tes 2 premières années au cégep, tu étais corps arrière. Puis, peux-tu m'expliquer
comment c'est arrivé que tu tombes tight end? Comment c'est arrivé que tu n'étais plus corps arrière? Parce que moi, j'ai des paroles qui me résonnent en tête d'un coach, puis en tant qu'ancien coach, genre, j'ai vraiment angoissé quand j'en ai entendu parler. Mais comment c'est arrivé que... On sait qu'il y a eu une blessure, mais comment la blessure a été annoncée, en fait, à ton coach? C'est ça que je voudrais savoir. En fait, pour compter l'histoire de A à Z, j'étais carrière en arrivant, oui, c'est la première année, deuxième année. Puis moi, j'avais une bonne tendinite à l'épaule. J'étais plus vraiment capable de lancer comme je voulais. Puis en même temps, à cause de mon gabarit, les universités m'approchaient comme Élie rapprochait, notamment Glenn. Puis une université à Buffalo m'approchait aussi comme Élie rapprochait. Puis tu sais, moi, j'étais comme 6'6", 205 livres. Là. J'étais pas... Je croyais pas vraiment. Là. Je pensais pas être capable d'un jour être capable de brasser des gars sur la ligne, dans la ligne de mêlée. Donc, pour moi, c'était quelque chose de loin. Puis, en fait, je me suis... Il est arrivé un épisode l'été entre ma deuxième et troisième année où est-ce que j'ai été fâché. Donc, j'ai frappé dans un mur de béton. Puis, je me suis cassé le petit doigt, la fracture du boxeur qu'on appelle. Mais avant ça, il y a eu l'épisode où je me suis fracturé le petit doigt. Puis j'ai commencé le training camp, man, que la main grosse, ça n'a pas de bon sens quand c'était enflé. Puis finalement, j'étais allé voir, parce que j'étais capable de lancer, mais j'étais pas capable de faire des remises. Fait que, ça allait être trop mal, puis j'étais comme juste ma main gauche, puis j'étais prêt de faire des remises. Puis j'étais allé voir la physio finalement, j'ai montré ma main, puis elle a dit « cave. Ça faisait comme 5 jours c'était arrivé, puis ça faisait 5 jours que je topais ça parce que je voulais pas le montrer. Puis finalement, j'étais allé me faire replacer ça. Puis en revenant, mais là, Philippe Giguère, qui est un très bon carrière au cégep, a pris le lead, puis il était partant maintenant, donc j'étais comme, OK, ben, j'étais allé voir GF. Puis j'osais pas lui demander à GF, « Hey, je peux-tu switcher de position? » Puis finalement, j'ai comme choqué, j'ai pas été capable de lui demander. Puis en sortant de son bureau, c'est lui qui m'a dit « Hey Anthony, by the way, veux-tu pratiquer receveur à soir? » Comme « Ah, ouais. » Ça a bien donné. Puis à partir de là, ben, je vais aller rapprocher receveur jusqu'à l'université. Donc c'est à partir de là que tu as commencé à mettre du poids un peu de mass make. Là. Ouais, exactement. J'ai Benjamin Garand-Gauthier dans le chat qui demande Anthony avait promis un VVT à son entraîneur Mathieu Bertrand s'il se rendait dans la NFL. A-t-il tenu sa promesse? Ça, c'est un secret. Alright. Excuse-moi, le chat me déconcentre. Adam, j'avais une question pour toi. Stay the course, man. Stay the course. J'essaie. En fait, il y a eu un moment marquant dans ta carrière de football qui a fait un peu tourner tout ça. Où tu es rendu aujourd'hui, c'est beaucoup la somme de tout ce que tu as fait auparavant. Mais est-ce que tu peux me raconter ton année de football en secondaire 4? Es-tu capable de me conter ce qui est arrivé à cette année-là puis pourquoi ça a été un moment marquant dans ta carrière de football? C'est pas peu dire parce que ça fait longtemps que tu joues au football. Tu joues au football depuis ta 4e année du primaire. Fait que c'est quand même une longue carrière, tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé en secondaire 4 exactement? Ben, en secondaire 4, il est arrivé 3 événements qui ont fait un peu chambouler les affaires. Tu sais, de secondaire 1 à secondaire 3, tout allait bien. Tu sais, je jouais both ways, je jouais beaucoup, tout allait bien. Puis en secondaire 4, ben, j'ai eu une mauvaise performance pendant une partie. Puis je jouais d'ami de coin du côté court. Puis je me suis fait passer. Je pense qu'on était rendu à la 6e game. J'avais pas rejoué de l'année, donc ça c'est un peu le premier péripétie. Par la suite, il y a eu vers le temps des fêtes, j'ai eu un de mes amis qui s'est enlevé la vie. Puis ce gars-là justement, il jouait à ma position. C'était pas lui qui m'avait remplacé, il jouait de l'autre côté du terrain, puis c'était un de mes bons chums. Puis lui, son rêve c'était de jouer au foot toute sa vie. Puis fait que je me suis dit que j'allais m'entraîner, mettre les bouchées doubles en entraînement, justement, pour moi, mais aussi pour lui, que lui, son rêve, c'était de percer dans le football. Puis après ça, ben là, je m'étais inscrit au camp de sélection de Team Québec. Puis j'avais passé la première coupure, mais à la deuxième coupure,
je me suis fait couper. Donc ça a été comme les 3 éléments qui ont fait en sorte que j'ai comme mis les bouchées doubles à l'entraînement l'année que je suivi, puis que j'ai eu une bonne saison sur la 5. Alright. Mais le fait d'être benché, ce qu'on m'a dit, c'est que tu as prononcé peut-être ces paroles-là, c'était un mindset qui t'avait touché, c'est que tu t'étais dit, si je rembarque sur le terrain, je vais jamais leur donner une raison de me débarquer de là. Ça a-tu été ça qui a un peu genre motivé toute ta carrière de football, de juste dire à chaque jeu, parce que quand j'ai parlé avec Mathieu Bertrand, ce qu'il me disait, c'est que t'allais refuser de te faire battre. À n'importe quel moment, dans une game ou peu importe, t'allais toujours refuser de te faire battre. Soit par le joueur en avant de toi, soit par n'importe quoi, par une passe, par un bloc ou whatever. T'allais tout faire pour gagner ton one-on-one à chaque jeu. T'allais faire ton 1/12e à chaque jeu. Fait, mais est-ce que ce mindset-là, est-ce que cette manière-là de faire te vient de cette année-là, justement, qui t'as été benché parce que t'as manqué un jeu, t'as manqué 2 jeux, t'as été benché pendant une moitié de saison à cause de ça? Je pense que ça vient beaucoup de cette année-là. Je suis un gars qui a beaucoup de hargne, puis j'aime vraiment pas ça me faire battre. Puis je pense que dans cette année-là, justement, quand je me suis fait tasser, ça m'a vraiment piqué personnellement. Puis j'ai vu un peu c'était quoi de pratiquer ton sport, mais d'être sur les lignes de côté, des fois c'est pas évident parce que tu aimerais tellement ça être sur le terrain. Puis tu peux pas l'être, tu peux pas aider ton équipe à gagner. J'avais trouvé ça un peu plate cette année-là. Alright, c'est bon. Bruno, as-tu quelque chose à rajouter? As-tu quelque chose à leur demander aux 2 boys pendant qu'on les a là? Non, en fait, je pense que je suis rendu à souhaiter vraiment du bon pour Adam, là, pour le off-season qui continue, en fait, là, son parcours vers le pro. Donc, je te souhaite un camp, comme tu as dit tantôt, là, un camp, ça pourrait être cool. Puis, ça pourrait être pas pire aussi que ça soit en Floride, on sait jamais. Hein. Ça pourrait être cool, ouais. All right. Allez, boys, merci beaucoup de votre générosité. Merci beaucoup de votre temps. C'était super apprécié. Vraiment. C'était vraiment agréable. Puis, on a vraiment passé du bon temps. On a eu du fun. On a été un peu plus sentimental. On a été un petit peu plus... non, je vais garder ça pour moi. On a été un petit peu plus. Ouais, ça va bien. Ça va bien aller. Ben, bref, en ce temps un peu de pandémie, toute la patente, je vais vous souhaiter vraiment la santé, sérieusement, sincèrement. Je vais vous dire de faire attention à vous autres. Puis justement, le meilleur pour la suite. Ça va vraiment être important. Autant pour Adam que pour Anthony. Anthony, je vais te souhaiter une grosse année. Je touche du bois. Je vais te souhaiter merde un peu. Puis Adam, t'as donné tout ce que t'avais, man, pendant ton Pro Day. Rendu là, on peut juste souhaiter qu'il y ait une équipe qui t'a remarqué. Puis on peut juste te souhaiter du bon rendu là. Peu importe ça va être qui, NFL, CFL, je suis sûr que t'as un avenir pro. Puis ça, pour ça, je voulais te souhaiter, c'est pas bonne chance, man, c'est bon succès parce que c'est ça que tu mérites. Puis c'est ça que t'as travaillé pour te rendre là. Puis rendu là, tout ce qui peut arriver, c'est... T'as tout mis sur la table pour que ça se passe. Fait que rendu là, c'est juste... c'est la suite qui va le décider. Mais je suis vraiment content de vous avoir reçus, les boys. Vous êtes des gars super nice. Puis félicitations pour tout. Chers auditeurs... Merci beaucoup les boys de nous avoir reçus. Ça a été une belle expérience. Merci aussi aux gens qui ont interagi dans le... Facebook Live, c'est yes. À Marc-Antoine. Là, il y a des games de Madden puis des games de Warzone qui vont se donner. Là, il va falloir se prouver un peu. Là. Mais je veux juste dire bye aux auditeurs. Restez là, les boys. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été là. C'était super agréable. Comme je disais au début, ça va être disponible sur YouTube. N'hésitez pas à nous liker sur ça. Puis ça va être disponible sur toutes les plateformes pour le podcast en audio. Fait qu'hésitez pas à aller nous follow sur toutes ces chaînes-là. On est Sport Lucide. Merci beaucoup aux Blitz NFL qui nous ont permis de broadcaster ce live-là sur leur page à eux autres aussi. C'était vraiment agréable. Jusqu'à la prochaine fois, chers auditeurs, je vous dis, soyez sages, aimez-vous. Ciao. Good. Hey, merci les boys.